Alors c'est une question compliquée. Je pense en premier lieu que l'ambition de l'Arabie Saoudite n'était pas nécessairement d'affaiblir la production américaine. Rappelez-vous que, même si ça fait partie de l'équation, rappelez-vous que il y a un problème intrinsèque de l'OPEP qui était qu'effectivement les prix étaient relativement bas et tout le monde pressait l'Arabie Saoudite à s'engager dans une politique de réduction de l'offre, mais on observait que finalement ceux qui avaient le plus besoin de cette réduction de l'offre, c'est-à-dire de la remontée des cours, étaient ceux qui finalement avaient la moindre capacité à le faire. Et je pense que l'Arabie Saoudite, en ne s'engageant pas à l'époque dans une politique volontariste de réduction de l'offre ou de gel de l'offre, laissait finalement les membres de l'OPEP face à leurs responsabilités. Si vous voulez que les prix remontent, il faut que collectivement nous diminuions l'offre et pas uniquement l'Arabie Saoudite. Et c'est bien ce qui a mené, me semble-t-il, à l'accord de principe que l'on a observé à la fin du mois de septembre. Alors, vous savez, la demande mondiale, elle progresse, mais dans un rythme qui est un peu plus faible. N'oublions pas que le système, la structure économique chinoise est en train d'évoluer vers un pays qui avait une industrie très demandeuse. L'industrie est toujours présente, mais on évolue vers plus de services. Donc le facteur de demande, il faut quand même le nuancer. Ça, c'est le premier point. N'oubliez pas également les énergies renouvelables qui peuvent être aussi en plein essor. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, lorsque les prix chutent, tout ce qui est investissement exploratoire aura tendance à diminuer. Donc on peut imaginer qu'il y ait à terme une diminution de l'offre parce qu'il y a eu des années auparavant moins d'investissement. Mais la particularité néanmoins de la production américaine et qu'elle est particulièrement résiliente. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des prix, mais il y a une flexibilité dans cette production américaine qui fait que dès que les prix remontent, les capacités de production, enfin la production effective repart. Donc je ne crois pas que, pour revenir à votre question précédente, on ait par nature la disparition d'une industrie pétrolière américaine. Bien au contraire, elle est toujours présente et elle est prête à repartir. Donc j'ai envie de vous dire oui et non, c'est-à-dire que dans des logiques très structurelles peut-être, mais néanmoins ce facteur résilience américaine, elle est importante. Alors, il y a toujours, il y a historiquement un lien, disons-le comme ça, entre la valeur du dollar américain et le pétrole. Pourquoi ? Parce que le pétrole est libellé en monnaie américaine et toute appréciation du dollar, toute chose égale par ailleurs pour parler comme un économiste, aura tendance à renchérir le coût d'acquisition du pétrole. Donc, appréciation du dollar, moindre demande pétrolière et diminution des cours. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est que certains pays producteurs, je pense notamment à la Russie, évidemment vendent en dollars alors qu'ils payent leur coût de production en monnaie nationale. Donc le fait que le dollar s'apprécie, finalement, limite pour ces pays-là la baisse des cours du brut et leur permet donc de supporter des niveaux plus faibles et donc de produire davantage. Et c'est le deuxième effet qui fait que lorsque l'appréciation du dollar est présente, on va avoir une diminution des cours. Donc ça, c'est tout à fait présent. Et aujourd'hui, une partie des incertitudes, c'est effectivement, est-ce que l'OPEP va arriver à un accord d'ici au 30 novembre, mais quelle sera l'évolution du dollar américain? Et on parie sur un relèvement des taux d'ici à décembre de la Réserve fédérale américaine. Non, je crois qu'on est sur un facteur de très court terme. Encore une fois, les fondamentaux, il y a quelques améliorations. La baisse
des réserves commerciales de brut aux États-Unis. Il y a eu évidemment ce que vous avez évoqué, à savoir la chute du nombre de puits aux États-Unis, même si ça a remonté depuis. Donc il y a quelques facteurs positifs qui peuvent expliquer l'augmentation des cours, mais on est avant tout dans une dimension spéculative. Encore une fois, les prix pétroliers dont on parle bien souvent sont des prix financiers, et si ce sont des prix financiers, il y a des dynamiques spéculatives. Ce qui a fait le fort rebond observé à partir donc du mois d'octobre, c'est que les spéculateurs qui étaient plutôt baissiers sur les prix pétroliers sont revenus haussiers. Donc ça crée les conditions de la hausse, et c'est ce qui crée aujourd'hui la baisse. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers éléments, mais on voit bien un pétrole qui était repassé au-dessus des 50 et qui est maintenant autour des 45 parce que les spéculateurs notamment considèrent qu'on ne va pas aller vers un accord. Je crois que la question iranienne est assez bien maîtrisée, c'est-à-dire que la situation est très claire, l'Iran va augmente progressivement son offre de brut, donc je crois que les marchés ont pleinement accepté cette dimension-là. Ce qui a fait les incertitudes sur les prix du brut, c'est plutôt la question effectivement des exceptions à l'accord de réduction. Donc là, je pense évidemment à la Libye, et puis je pense au positionnement de l'Irak qui a déclaré qu'il n'y avait pas de raison a priori que son pays ne soit pas exempté de cet accord. Donc je pense qu'on est plutôt sur ces questions-là qui nourrissent les incertitudes. La question iranienne, même si évidemment il y a beaucoup de questions géopolitiques par rapport à ça, elle est assez bien appréhendée, les incertitudes sont ailleurs. Alors la Russie n'est pas membre de l'OPEP, même si elle s'est engagée à coopérer. Non, je crois que c'est tout simplement la question macroéconomique qui va justifier ça. C'est-à-dire que vous me parliez en premier lieu de la question de la réussite ou de l'échec de l'Arabie Saoudite. Mais si réussite il y a, c'est une victoire à la Pyrrhus, dans le sens où l'Arabie Saoudite a beaucoup souffert de la baisse des cours des prix pétroliers, comme finalement tous les pays producteurs. Donc il y a eu cette logique de défense des parts de marché qui s'est imposée, c'est-à-dire que nous pouvons tenir, en Arabie Saoudite, nous pouvons tenir parce que nous avons des coûts de production qui sont relativement faibles, mais sauf que cette politique, elle a un coût macroéconomique important. Donc je pense que c'est la raison qui pourrait amener finalement l'OPEP à se coordonner par rapport à ça. Mais c'est toujours cette même problématique, des équilibres coopératifs que l'on sait supérieurs aux équilibres non coopératifs, sauf qu'il faut évidemment les engager. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où toi fais l'effort, ah ben non, toi, et ainsi de suite. Donc on est sur cette dynamique où chacun se regarde, chacun se pose la question qui va faire l'effort, et c'est ça qui pourrait faire l'échec. Mais fondamentalement, l'idée de réduction, vous savez qu'on n'a jamais produit autant de pétrole, donc l'idée de réduire les cours, elle est acceptée. Je veux dire, le principe de la réduction des cours, le bien fondé, il est là. Alors attention néanmoins, parce qu'on parle beaucoup de remontée des cours, la problématique pour le membre de l'OPEP, c'est précisément, puisque vous parliez de la production américaine, mais parlons également de la production chinoise, ainsi de suite, l'idée c'est de maintenir, et c'est ça qui serait compliqué, même dans le cas d'un accord, c'est de maintenir finalement les niveaux des prix dans une bande de fluctuation, disons autour de 50, au-dessus de 50, pour qu'il y ait un appel d'air financier pour les pays producteurs, mais en dessous de 60 pour que les pays non membres de l'OPEP, notamment les États-Unis, ne fassent pas trop repartir leur production. Et c'est ça qui est au-delà de la dimension politique de l'accord et de la difficulté à lui donner une portée opérationnelle, c'est précisément de trouver cet équilibre. Alors, ce rapport visait à
a changé la perspective qu'on a traditionnellement sur les marchés de matières premières et l'Afrique. L'idée, c'était en réalité de remettre l'Afrique au cœur des problématiques des matières premières, d'où le titre « L'Afrique et les marchés mondiaux de matières premières ». C'est-à-dire qu'il s'agissait d'analyser, du point de vue du continent africain, quels étaient les effets de l'augmentation des cours, de la baisse des cours, que ce soit pour les produits pétroliers, que ce soit pour les minerais, que ce soit pour les métaux dans une moindre mesure, ou pour les produits agricoles. Donc la volonté de ce rapport était bien là. C'était vraiment un changement de perspective. Et puis, nous avons essayé dans ce rapport, au-delà de l'aspect conjoncturel des marchés que nous traitons, de développer des analyses de fond sur le rôle des infrastructures en Afrique, sur la question de la croissance économique des pays africains, ainsi de suite. Et c'était ça, l'ambition générale de ce rapport pour cette année.